pratiques que nous observons ne dépendent pas tellement de la taille des sociétés. La contestation est à un niveau record. Nous ne savons pas, et ça va être une question pour nos invités, nous ne savons pas s'il y a un lien de cause à effet entre le format à huis clos et le niveau de contestation, mais l'observation que nous faisons, c'est qu'il y a beaucoup plus de résolutions dissidentes. Alors, on aurait voulu vous montrer également les résolutions rejetées. Les résolutions rejetées, elles sont également à un niveau record et dans tous les formats de société. Il y a des résolutions rejetées, on l'a vu évidemment chez Sanofi, la rémunération d'Olivier Brandicourt. On a vu hier chez Lagardère un renouvellement d'administratrice soutenu par le management qui a été rejeté. On a vu chez Plastic Omnium une convention réglementée avec la famille actionnaire de référence qui a été rejetée. On a bien entendu aussi les résolutions concernant les augmentations de capital pour les salariés qui sont toujours ambiguës puisque elles sont parfois non recommandées par le vote et vote contre est recommandé par le Conseil. Donc on a beaucoup de résolutions rejetées, beaucoup plus, vous voyez, que l'année dernière. En gris clair, c'est l'année dernière sur toute l'année, et en couleur jaune, violet ou vert, c'est l'année en cours. Et on voit qu'au bout de 6 semaines d'assemblée, on a déjà beaucoup plus de contestations que l'année dernière. Autre observation, les actionnaires jouent le jeu. Les quorums sont légèrement plus élevés que l'année dernière. La moyenne est à peu près la même sur les sociétés du CAC 40 et du Next 80, mais c'est une moyenne qui masque pour la plupart des hausses et quelques chutes brutales de quorum. Mais les actionnaires se sont mobilisés, se sont même surmobilisés. Par actionnaire, on entend investisseurs institutionnels et actionnaires individuels confondus. Et ce qui est très intéressant, c'est le graphe que vous avez dessous, ici. Les actionnaires sont présents. Ils sont présents, certes pas physiquement. Vous voyez que là c'est la présence physique aux assemblées. Et on voit qu'en moyenne, il y a très peu de présence physique. En général, le bureau, et pas toujours. Et il y a parfois un huissier. Et puis, il y a les personnes chargées de la technique, de la prise de vidéo. Et parfois, il y a la direction de la communication qui est également là. Mais ça fait très peu de monde. Alors, pourquoi on arrive à des niveaux de 80 ou de 19 ou de 23 en moyenne? C'est parce que il y a eu des assemblées avant le 17 mars, bien évidemment. Il y a eu les assemblées de sociétés qui avaient des exercices décalés, comme Sodexo en début d'année. Ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez ce rectangle blanc, ce sont les actionnaires connectés. Nous demandons aux sociétés, à chaque société, de nous transmettre le nombre des actionnaires qui se sont connectés à leur webcast ou à leur Zoom ou à leur Teams pour certaines, ou au nombre de vues YouTube pour celles qui transmettent leur assemblée par YouTube. Et on voit que il y a un saut énorme entre le nombre d'actionnaires présents physiquement l'année dernière et le nombre d'actionnaires connectés cette année. Ils ont vraiment complètement switché vers les nouveaux formats d'assemblée et jouent le jeu pleinement. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir quels sont les formats de ces AG à huis clos. Alors, Jean-Jacques et Alain vont nous parler des différentes marges de manœuvre des sociétés, mais déjà on observe qu'il y a énormément de variété dans ce que les sociétés proposent. Les sociétés du CAC 40, pour la plupart, vous voyez, la très grande majorité, 24 sur 27 aujourd'hui,
proposent une retransmission vidéo de leur assemblée sans possibilité de poser des questions en séance. C'était par exemple la semaine dernière le format de Sanofi. Une minorité publie les documents sur le site sans avoir de retransmission d'assemblée. Ça, c'est le format Airbus, par exemple. Alors, avec une publication des documents sur le site, assortie de vidéos d'interviews des dirigeants, pour le cas d'Airbus. Une autre société propose une retransmission audio en direct sans possibilité de poser des questions en séance, c'est-à-dire que les slides vont défiler avec le commentaire en voix off du dirigeant ou des dirigeants, mais les actionnaires ne pourront pas poser de questions. Et puis, une société du CAC 40 a organisé une retransmission vidéo en direct avec la possibilité de poser des questions en séance. C'était Air Liquide hier. Air Liquide proposait un défilé des slides avec le webcast avec les intervenants en direct, et on avait la possibilité de poser une question limitée à 200 mots par chat, ce que les actionnaires ont été nombreux à faire. On a encore plus de variété quand on regarde les sociétés du Next 80. Donc on a la retransmission vidéo en direct sans possibilité de questions. On a la retransmission vidéo en différé seulement. Ça, c'est Edenred qui va tenir son assemblée aujourd'hui. On a les conférences vidéo interactives, c'est-à-dire que les internautes peuvent intervenir directement, et on a les conférences audio interactives également. Donc les conférences vidéo interactives, c'est par exemple Valorec, et conférence audio interactive, je vous avoue que ça ne s'est pas encore tenu, donc je n'ai pas mémoire de quelle assemblée il s'agit, mais c'est une assemblée qui est programmée de la sorte. Et puis vous en avez 22 sur 46 qui ont annoncé une assemblée à huis clos, mais n'ont pas encore annoncé la façon dont elles allaient s'y prendre. On a sur les assemblées de sociétés plus petites encore plus de variété. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que les assemblées plus petites ont davantage recours à des formats de type Zoom ou Teams. On a eu déjà deux assemblées sur Zoom et une qui est prévue sur Teams. Donc là, c'est encore plus interactif puisque les actionnaires sont présents également en vidéo et peuvent intervenir. Voilà pour les formats. Un dernier point en termes d'observation de ces assemblées. Sur 42 qui se sont déjà tenues, 91% ont des bureaux qui sont constitués de salariés de l'entreprise, salariés actionnaires bien évidemment, ou de leurs avocats. C'est-à-dire que, en d'autres termes, il y a seulement 9% des bureaux qui sont constitués avec des scrutateurs qui sont des actionnaires non salariés ou non avocats de la société. 85% des assemblées se tiennent sans que la société ait annoncé un huissier. Alors, peut-être y en a-t-il, mais il n'y a pas d'huissier annoncé. Et puis, 12% ne donnent pas la composition du bureau. Bureau qui, d'un point de vue juridique, et vous le savez, un garde-fou important de la bonne tenue de l'Assemblée. Donc, voilà, en conclusion, dans ce contexte avec moins de garde-fous,
La créativité des entreprises et l'émergence des best practices nous paraît un point d'autant plus important. Jean-Jacques, Alain, c'est à vous. Très bien. Je vais commencer et puis je passerai la parole à Alain ensuite. Juste un rappel pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous parlons fondamentalement de l'Assemblée générale des sociétés cotées, cotées au sens large, marché réglementé ou système multilatéral de négociation, peu importe dans les deux cas. Nous mettons de côté une formule qui leur a été accordée, c'est la prolongation de la date de convocation et de réunion des assemblées, puisqu'elle a été reportée de 6 mois à 9 mois. Elles peuvent donc toujours s'en emparer, mais vous avez remarqué qu'elles sont peu nombreuses à profiter de cette possibilité de report. Donc nous allons nous centrer sur la tenue des assemblées générales telles qui se sont tenues à partir du bilan qui vous a été présenté par Bénédicte et qui est plein d'enseignements. Excusez-moi Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez parler un peu plus près du micro? Le premier point sera sur le type d'assemblée générale qui peut être tenue. Je rappelle ce que tout le monde sait, c'est que normalement, une assemblée générale doit se tenir. Une assemblée générale doit se tenir. Est-ce que c'est mieux là? Une assemblée générale doit se tenir avec des actionnaires présents physiquement, c'est le principe, le vieux principe, on le connaît. Néanmoins, depuis longtemps, pour améliorer la participation au vote, on admet des votes ex ante, c'est-à-dire des votes par correspondance, des votes par voie électronique, des votes par procuration. Et en séance, on admet depuis quelques années la possibilité, si les statuts de la société le prévoient, je dis bien si les statuts de la société le prévoient, on admet la possibilité de participer et de voter à l'Assemblée par visioconférence ou un moyen de télécommunication. Bien. À la suite de la loi sur l'urgence sanitaire, une ordonnance a été prise le 25 mars, parmi les nombreuses ordonnances du 25 mars et les suivantes, qui permet ce que l'on appelle les assemblées à huis clos. C'est-à-dire que l'organe de convocation a reçu le pouvoir de l'ordonnance de décider que l'assemblée se tiendrait sans la présence d'aucun actionnaire physiquement. À partir de là, deux possibilités. La possibilité qui manifestement a été la plus utilisée, c'est de tenir une assemblée sans personne physiquement et sans personne connectée à distance en parallèle au même moment. L'autre possibilité qui est permise par l'ordonnance, mais qui semble être très peu pratiquée ou pas pratiquée, je ne sais pas exactement si cela a été véritablement recensé. En tout cas, l'autre possibilité, c'est un huis clos, aucun actionnaire physiquement, mais la possibilité de se connecter à distance, soit par un moyen de visioconférence, soit par un moyen de télécommunication, et non seulement de participer en quelque sorte au débat de l'Assemblée, mais surtout d'y voter. Donc, dans le premier cas, huis clos total, seuls les votes émis antérieurement à l'Assemblée vont être comptabilisés pour le quorum et la majorité. Dans le deuxième cas, assemblée à huis clos avec possibilité de connexion à distance, on aura donc deux catégories de votes, comme au fond dans les assemblées ordinaires, les votes émis avant et les votes émis en cours d'assemblée par visioconférence ou télécommunication. Voilà ce que l'on peut rappeler du point de vue des types d'assemblées, donc des possibilités qui sont offertes. Ce qui est très net, c'est que les sociétés choisissent plutôt de ne pas reporter leur assemblée, donc de la tenir dans les 6 mois, donc de la tenir dans la période de confinement. Et deuxième choix de la plupart des assemblées ou de la totalité des assemblées, c'est une assemblée totalement à huis clos, sans possibilité de vote en cours d'assemblée, donc en ne tenant compte que des votes émis antérieurement. Voilà ce que je peux dire sur ce premier point. Le deuxième point dans la foulée que je voudrais aborder, c'est que ne peuvent participer à l'Assemblée que ceux qui sont des actionnaires reconnus. J'utilise un terme général pour ne pas entrer dans les détails techniques.
Mais néanmoins, pour être un actionnaire reconnu, il faut s'être fait enregistrer comme actionnaire dans un compte titre, inscrire en compte au plus tard le deuxième jour ouvré avant l'Assemblée générale, à 0 heure d'ailleurs, prends soin de préciser le texte réglementaire. Vous avez vu très certainement qu'à propos manifestement de l'Assemblée Lagardère qui devait se tenir et qui s'est tenue le 5 mai, dimanche, ce qui quand même est assez inhabituel, l'autorité des marchés financiers a pris soin de nous livrer un communiqué dans lequel l'autorité des marchés financiers rappelait que le droit de vote est un droit fondamental, un droit d'ordre public et que l'on doit tout faire pour permettre à chaque actionnaire de l'exercer et donc de voter avant ou pendant l'Assemblée. En ajoutant qu'au surplus, le droit de vote est fondamental et doit être absolument libre, qu'aucune pression directe ou indirecte n'est admissible, et que sans cela, il y aurait même un risque pénal. Je dois dire que ce communiqué était impressionnant lui-même parce qu'il était un dimanche, parce qu'il se terminait par une sorte de menace voilée de sanctions pénales, ce qui quand même est très très inhabituel du côté de l'AMF, qui rappelle souvent les engagements et les éventuelles sanctions administratives, c'est-à-dire pécuniaires qu'elle peut prendre, mais rappeler l'existence d'une sanction pénale montrait que pour elle, il y avait une difficulté particulière. On a appris en parallèle par les journaux que pour l'Assemblée de Lagardère, c'est donc très certainement celle-ci qui était visée par le communiqué de l'AMF, mais qui se gardait bien de le dire précisément. On a appris par les journaux, en particulier un journal dit du soir, que la raison sans doute de l'intervention de l'AMF venait de ce que l'un des gros actionnaires de Lagardère, Amber Capital, le fonds anglais pour le citer, n'avait pas pu faire enregistrer à temps un gros paquet d'actions, quelques millions, même quelques dizaines de millions d'actions, je crois que c'était 32 millions si je ne commets pas d'erreur, j'espère que je n'en commets pas, n'avait pas pu les faire enregistrer à temps pour une raison technique qui venait de la banque intermédiaire qui était chargée de les collationner. Alors, je ne suis pas capable de vous dire quelle avait été la difficulté technique qui avait empêché l'enregistrement des titres dans le délai de 2 jours ouvrés avant l'Assemblée générale du 5 mai, mais il semble que ce soit à ce propos que l'AMF, alors, soit intervenu manifestement confidentiellement, très directement auprès de la banque chargée de les recenser et de les enregistrer, et par son communiqué officiel qui a été publié dimanche. De sorte que, il semble, si j'ai bien compris, qu'un gros paquet d'actions, en particulier d'Amber Capital, a pu être pris en compte pour l'exercice des droits de vote le jour de l'Assemblée, quand bien même l'enregistrement officiel aurait été postérieur au délai minimum avant l'Assemblée. Cela veut dire qu'en l'occurrence, par une pression très forte de l'AMF, on a fait sauter ce que l'on appelle traditionnellement la record date, c'est-à-dire la date ultime d'enregistrement des titres. C'était le deuxième point. Je passerai très vite la parole à Alain Couret pour un autre point. Avant, j'aborde un troisième point qui est dans la suite de ce qui précède. C'est la question de la comptabilisation des votes. Mais au fond, en ayant parlé de la record date, je l'ai déjà abordé, donc je répondrai éventuellement à vos questions plus précises sur ce point, mais je vais tout de suite passer la parole à Alain Couret pour l'organisation même de l'Assemblée et sa tenue. Merci Jean-Jacques. Je voudrais préciser un certain nombre de points. Alors, Bénédicte, tout à l'heure, a indiqué que le bureau était un garde-fou important et que ce bureau était peut-être un petit peu malmené dans des pratiques récentes. Je voudrais donc revenir sur cette question, le bureau, la présidence, le secrétariat. Alors, s'agissant du bureau, je crois quand même que la crise actuelle révèle un problème beaucoup plus ancien, qui est la question de la place véritable du bureau dans les assemblées générales. Et là,
Je me souviens en 2012 avoir participé à une commission de l'AMF où on s'était beaucoup interrogé sur cette question. Il faut quand même savoir, indépendamment des aléas de la période actuelle, que le bureau n'a pas de reconnaissance légale véritable. Le bureau, on le connaît au travers de la notion de feuille de présence et au travers de la notion de procès-verbal, parce que le bureau est intéressé à ces deux documents. Pour le reste, on a un texte qui nous dit qu'il faut 2 scrutateurs, mais qui nous parle pas de bureau véritablement. Donc, c'est à partir de ces quelques textes de nature réglementaire et non pas de nature légale que l'on déduit depuis longtemps, et pour des raisons évidemment pratiques évidentes, qu'une assemblée générale se tient bien dès lors qu'elle a un bureau constitué en principe de partir de 3 personnes, le président et 2 scrutateurs. Alors, qu'est-ce qui fait que apparemment dans les assemblées actuelles, le bureau n'est pas peut-être constitué selon des manières qui seraient plus conformes à ce que l'on imagine? Alors, il y a 2 raisons. Je pense qu'il y a une raison qui est fonctionnelle et puis il y a une raison de texte parce que nous avons le décret d'application de l'ordonnance qui facilite un petit peu les choses. Alors, fonctionnellement parlant, il est évident que traditionnellement, le bureau a une tâche qui est une tâche de certification de la feuille de présence. On sait que dans une société cotée, c'est forcément le centralisateur qui a des listes. La tâche du bureau est formelle ici. On ne voit pas comment un bureau pourrait s'assurer véritablement de l'assiduité. D'autre part, dans une assemblée, le bureau est chargé d'assurer la police de l'assemblée. Mais dans une assemblée complètement dématérialisée, on voit mal ce que la fonction de police peut représenter. Alors, reste quand même une dernière mission qui est le contrôle du vote des résolutions. Et là peut-être quand même que même dans l'époque qui est celle que nous vivons, et c'est dès l'instant où il y a des votes par correspondance, par exemple, il serait quand même souhaitable qu'il y ait un bureau qui puisse matériellement, donc avec une représentation physique, s'assurer de certaines vérifications. En pratique, en réalité, le décret d'application est venu faciliter les choses puisque ce décret nous dit d'abord, certes, il parle de 2 scrutateurs, incontestablement, mais il nous dit que ces scrutateurs peuvent ne pas être des actionnaires. D'abord, il nous dit que, contrairement à ce que l'on sait, ce ne sont pas les 2 actionnaires dotés du plus grand nombre de droits de vote qui sont nécessairement scrutateurs. Ici, ça peut être quelqu'un d'autre. Et on peut imaginer, ça s'est produit, je crois, dans une assemblée récemment, que le principal actionnaire ne soit pas nommé scrutateur parce qu'il n'est pas physiquement présent et qu'on lui préfère un actionnaire qui est peut-être beaucoup moins important, mais qui physiquement est là. Il se peut également que de manière discrétionnaire, la présidence décide de donner cette qualité à des gens qui ne sont pas actionnaires. Ça peut être le directeur juridique, ça peut être le directeur financier, ça peut être les avocats. C'est ça qu'on a vu. Dans les dernières assemblées, on a vu une distribution des tâches qui n'est pas tout à fait conforme à ce que l'on connaissait, mais qui, en même temps, est autorisée. On ne viole pas les textes. Alors, ce qu'il faut quand même savoir aussi, et je reviens à la jurisprudence traditionnelle, c'est que les irrégularités concernant le bureau n'affectent jamais la validité de l'Assemblée. Donc, s'il y a problème à ce niveau-là, il n'y aura pas de remise en cause, il n'y aura pas de nullité. Et il faut savoir aussi dans la jurisprudence que si, par exemple, un membre du bureau refuse de voter, de signer la feuille de présence, ça n'a pas d'importance réelle, ça n'affecte pas la validité. Donc, tout ça pour dire finalement que pour les organisateurs d'une assemblée générale aujourd'hui, ce bureau, dont je rappelle, Bénédicte nous a dit qu'elle devrait être véritablement un garde-fou, et elle a raison, on ne peut que souscrire à sa position, ce bureau, en fait, peut être maltraité
sans risque juridique véritable, hein, parce que nous avons des normes qui sont extrêmement molles lorsque l'on regarde le droit commun, et lorsque l'on regarde le droit social qui est lié au droit actuel, évidemment, la souplesse est encore plus grande. Donc, je ne suis pas sûr que les pratiques actuelles, que l'on voit chez certains, hein, tout le monde n'a pas ce type de pratique, mais on a vu des assemblées, j'ai vu où, par exemple, et il n'y avait qu'un scrutateur, ou il n'y avait même pas de scrutateur du tout, c'était le président qui assumait toutes les fonctions. Tout ceci, ce ne sont pas de bonnes pratiques, mais en même temps, ce n'est pas juridiquement condamnable, hein, je pense. Ceci étant, ça nous laisse avec un problème qui est que si on a des votes par correspondance, s'il y a des contrôles à effectuer, si physiquement personne n'est présent ou si en plus un bureau a été constitué de manière incomplète, on aura peut-être demain des difficultés. Voilà pour ce qui est de ces questions de bureau. Pour ce qui est de la présidence, les problèmes sont moins complexes ici, puisque au fond, c'est le président qui d'habitude, le président directeur général qui préside l'Assemblée, à moins qu'on ait désigné dans les statuts quelqu'un d'autre pour le faire. Et puis, bah, si comment? Il arrive dans les assemblées, il arrive dans les assemblées actuelles que le président soit un administrateur ou le vice-président ou le directeur général ou le président du directoire. Tout à fait. Tout à fait, oui, puisque en réalité, si le président ne peut pas, ou ne veut pas d'ailleurs, en principe, quand même, si on applique la jurisprudence classique, on ne peut demander à un mandataire social de présider qu'autant que le président ne peut pas, qu'il n'est pas là. Si physiquement il est présent, normalement il doit présider. Mais on suppose dans la plupart des cas qu'il n'est pas présent. Voilà, alors on a évoqué tout à l'heure les commandits. Quand le commandit, les choses sont un peu plus compliquées. Normalement, c'est le président du conseil de surveillance qui préside, à moins que les statuts aient prévu autre chose. Et si véritablement il n'y avait personne, on pourrait imaginer que ce soit la vérité. D'ailleurs, le son est très mauvais, très mauvais. Peut-être appelé à... Pas du tout. Voilà, pour ce qui est du secrétaire, normalement, si vous avez désigné un secrétaire. Mais bon, là encore, je pense qu'aujourd'hui, ça ne me paraît pas absolument difficile. Alors, nous avons un problème de son qui est mauvais. Je vais peut-être en profiter, si vous m'entendez, pour prendre une question. Le spectateur va-t-il être physiquement présent ou peut-il être présent par visioconférence? Alors, on n'entend plus du tout. On ne m'entend plus du tout. Oui, est-ce qu'à nouveau... Bon, j'ai le plus audible que moi. Bon, alors, je vais essayer de prendre la question. Est-ce que les scrutateurs doivent être physiquement présents ou peuvent-ils être présents par visioconférence? Le texte de l'ordonnance qui permet de tenir des assemblées à huis clos, c'est-à-dire sans la présence des actionnaires, ajoute également que la vaut aussi pour toute autre personne qui peut y participer, qui à ce moment-là peut y participer par visioconférence au moyen de télécommunication. Alors, il faut encore une fois distinguer les deux types d'assemblées que j'ai évoqués au début. Si j'ai un huis clos absolument total, personne de présent physiquement, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas plus besoin de présence des scrutateurs à la date de l'Assemblée, parce que finalement, la date de l'Assemblée, elle devient totalement fictive. Il suffit qu'à un moment donné, cette date n'aura d'intérêt que pour arrêter, avec quelques jours d'anticipation, pour arrêter le moment où les votes émis antérieurement ne le pourront plus, que ce soit par correspondance, que ce soit par électronique ou que ce soit par procuration. Mais à partir de ce moment-là, à tout moment, sans avoir besoin de se réunir physiquement, si cela est possible,
je ne vois pas d'empêchement à ce que des scrutateurs viennent constater la feuille de présence, les votes, signer éventuellement le procès-verbal, puisque de toutes les façons, l'assemblée, ça n'est même plus une assemblée, c'est un ectoplasme, c'est totalement théorique, c'est virtuel, hein, c'est une histoire, c'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, à tout moment, toute personne peut venir constater, et si c'est possible à distance, doit pouvoir le faire à distance, me semble-t-il. Ce que je ne maîtrise pas personnellement, c'est de savoir si techniquement on pourrait envisager ce genre de contrôle à distance. Ça, je ne sais pas. En revanche, si c'est une assemblée à huis clos, mais avec possibilité d'y participer à distance et de voter à distance, donc par visioconférence ou télécommunication, alors je pense que le jour venu, il faut évidemment la présence de scrutateurs, mais qui eux-mêmes, parce que le texte prévoit expressément, peuvent être présents à distance. Je vois une autre question. Alain, est-ce que tu peux la prendre? Pourquoi est-ce que les sociétés ne publient pas en avance les questions des actionnaires et les réponses qu'elles comptent y apporter sur leur site? Alors pourquoi ne le font-elles pas? Ça, elles pourraient le faire, hein, techniquement. Et je pense que ça ne poserait pas de problème, effectivement. La chose existe à l'étranger et il n'y a pas de difficulté. Mais pourquoi ne le font-elles pas? Je pense que globalement, il y a quand même tout le régime actuel une problématique qui tient au fait que le législateur, pour des raisons de technique, a autorisé les assemblées à huis clos. Les assemblées, parce que techniquement, on ne savait pas véritablement faire que une grosse société puisse tenir des assemblées où des actionnaires pourraient voter pendant la séance. Donc, le législateur a réglé le problème en disant on fait tout à huis clos. L'AMF, de son côté, a quand même publié un corps de recommandations qui est tout à fait intéressant et dans laquelle elle rappelle que pour des sociétés cotées, même à supposer que l'on tienne l'Assemblée à huis clos, il serait possible d'apporter un certain nombre d'éléments pour maintenir une certaine démocratie. Manifestement, toutes les sociétés n'ont pas forcément cette préoccupation. Je vois que l'une des réponses nous est fournie. Ce serait trop court pour ajuster correctement nos réponses aux actionnaires. C'est effectivement une information intéressante. Et oui. Dans bien des cas, c'est probable. Oui. Mais pas forcément toujours. Alors, à propos des questions, il y a aussi ce complément relatif à la différence de tenue des assemblées. C'est la question, si je puis dire, des questions orales en cours d'assemblée. Si évidemment elle est à huis clos total, il n'y a pas de questions orales, pas du tout. C'est parfaitement légal au regard de l'ordonnance. Pas plus d'ailleurs qu'il n'y a de possibilité de présenter au dernier moment des projets de résolution dissidentes. Alors qu'en cours d'assemblée, avec présence physique, tout cela est possible. En revanche, si par exception la société a prévu un huis clos avec visioconférence et télécommunication, alors il peut y avoir là un débat, des questions orales posées et des réponses apportées oralement au même moment. Comment peut-on garantir le quorum dans une assemblée totalement dématérialisée où physiquement plus personne n'est présent? Il est évident que il y a un petit risque. C'est peut-être pas tellement dans ce cas que la question se posait, parce que peut se poser. Si l'assemblée est totalement à huis clos, c'est-à-dire qu'on ne tient compte que des votes émis antérieurement, la constatation du quorum, elle se fait dans les conditions habituelles. C'est pas plus compliqué et ça pose pas plus de problèmes. À mon avis, c'est quand, par exception, l'Assemblée est certes à huis clos, mais avec possibilité de connexion à distance et de vote
à distance, que là, il peut y avoir une question de vérification et du quorum et de la majorité, d'où peut-être l'utilité de la présence d'un huissier accompagné des techniciens qui lui fourniront les éléments pour attester du quorum et des majorités. Alors singulièrement, c'est ce que là encore Bénédicte a dit tout à l'heure, il y a proportionnellement beaucoup moins d'huissiers pour l'instant présents que les années précédentes. Sans doute parce que comme il n'y a pas de présence physique des personnes, il y a moins de conflits en séance, je suppose. Ben oui, si tout est plié par avance, si je puis dire, il n'y a plus besoin d'un huissier. Oui. Alors, on peut peut-être passer au thème des bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques, en quelque sorte, on les a déjà un petit peu évoquées avec nos discussions précédentes, mais il y a une bonne pratique ou des bonnes pratiques à caractère informatif qui sont imposées par l'AMF ou qui sont demandées par l'AMF dans un communiqué, un long communiqué du 17 avril 2020. L'AMF avait énuméré en quelque sorte ces exigences pour qu'il y ait une bonne information des actionnaires dans l'hypothèse donc d'une assemblée non reportée et tenue à huis clos. Et dans la longue liste des demandes, des invitations faites par l'AMF, on voit bien qu'il y a un souci de compenser le huis clos par un surcroît d'informations précises à destination des actionnaires. Je vous en lis juste quelques exemples rapidement. Mettre en place le plus tôt possible, en amont de l'Assemblée générale, une communication claire, précise et accessible à l'attention de l'ensemble des actionnaires concernant les modalités particulières de tenue de l'Assemblée, les différentes modalités d'information des actionnaires, les modalités de participation et les modalités de vote. Et l'AMF demande aussi, et je m'arrêterai là parce qu'il y a bien autre chose dans ce communiqué, elle exige également, ou elle demande plutôt, que la société mette en évidence sur la page d'accueil de son site Internet un lien vers les pages du site Internet qui sont ces pages dédiées à cette assemblée très très particulière. Et puis, je vais quand même ajouter ceci, elle demande à ce que les actionnaires, à ce que les sociétés, en cas d'assemblée à huis clos, permettent aux actionnaires, lorsque cela est possible, d'exercer leur droit à communication en leur adressant sur demande et par email une copie des documents. C'est en effet une des difficultés qui était apparue très vite, c'est que le formalisme de réponse aux questions antérieures des actionnaires et surtout aux demandes de communication de documents, formalisme lourd et lent qui passe en principe par un envoi postal, devenait très difficile dans les temps que nous vivions. D'abord parce que pendant un moment, la Poste n'a plus du tout rempli son office, et donc, mais les textes n'avaient pas été modifiés, de sorte que l'AMF a invité les sociétés à utiliser les moyens techniques modernes qui permettent de gagner du temps. Et elle invite également, au titre des bonnes pratiques, l'Assemblée à être retransmise en direct, en format audio ou vidéo, par diffusion streaming, et elle demande que le replay reste le plus longtemps possible sur le site Internet de la société. Voilà au titre des bonnes pratiques. Quant à l'animation des assemblées, ces bonnes pratiques que je voulais évoquer avec vous, elles viennent donc des demandes très fermes de l'autorité des marchés financiers. Oui, je voudrais ajouter deux ou trois éléments. Le premier rejoint ce qui a été dit par Jean-Jacques il y a un instant, c'est que quand même on constate de grandes différences de comportement et que certaines sociétés, malgré les difficultés techniques, ont pu organiser, par exemple, des séances de questions. On voit qu'à certains usagers, il était possible de poser des questions. À d'autres, c'était moins possible. Mais il y a quand même un effort assez notable pour certaines sociétés pour se conformer, au fond, à ce que disait l'AMF. Dans cette
période où véritablement il y a surtout des éléments qui sont négatifs par rapport à l'ordinaire, je veux dire par rapport à ce qui est le droit commun, il y a quand même aussi 2 ou 3 éléments qui ne sont pas inintéressants. Par exemple, alors, les motivations ne sont pas mon problème, c'est simplement je ne fais que constater une très grande société du CAC 40 vient, je ne pourrais pas dire la première, ou la seconde, je ne sais plus, vient de nous informer de ce qu'elle allait adopter une raison d'être à l'occasion d'une assemblée. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si cette assemblée sera totalement à huis clos ou pas. Il n'en demeure pas moins que cet élément important, qui est l'adoption d'une raison d'être, se fait à un moment où, justement, l'ordre du jour des assemblées est plutôt relativement pauvre. J'avais noté également une question, alors ça intéresse surtout les jurys, parce que c'est une innovation, me semble-t-il, je ne suis pas sûr que c'est existé. Je la signale sans me prononcer sur la validité ou sur l'intérêt, mais cela prouve qu'on peut faire preuve d'imagination en ce moment. Une société a décidé de faire adopter à l'Assemblée générale extraordinaire une résolution au terme de laquelle, en cas de modification de la codification des textes légaux et réglementaires, les références textuelles correspondant à la nouvelle codification se substitueront aux références actuelles. Donc, un système qui permettrait aux sociétés de ne plus avoir à modifier incessamment leur statut en fonction des évolutions législatives. Est-ce que c'est valable, etc. Ça, je n'en sais rien. Mais c'est la marque d'une certaine créativité à un moment où justement on se rend compte que ce n'est pas vraiment la dominante. Je vois c'est pas une question, cette information intéressante. Un sondage montre qu'aux États-Unis, 48% des sociétés ont l'intention de tenir des assemblées complètement virtuelles, 16% hybrides, 4% seulement à huis clos total, 26% ne savent pas. Ce qui me frappe, c'est le premier chiffre, 48% d'assemblées complètement virtuelles. Donc, puisqu'elles ne font pas partie des 4% à huis clos, je comprends donc que ces assemblées, certes, seront virtuelles, mais avec communication à distance, participation à distance en temps réel et vote à distance par moyen de visioconférence, très certainement. Hein? S'il s'agit bien de cela, ce chiffre est intéressant parce que cela veut dire que pratiquement la moitié des sociétés, certes, envisagent de tenir des assemblées sans présence physique, mais avec possibilité de participation à distance, participation aux délibérations, participation au vote. Et cela, ce chiffre me frappe parce que ce que l'on constate des premières assemblées qui se sont tenues en France, c'est qu'elles se tiennent à huis clos total, sans possibilité, sauf exception, de participation à distance et de vote à distance en cours d'assemblée. Je dois dire que dans les premiers temps, lorsque l'ordonnance du 25 mars avait été publiée, on avait entendu un certain nombre de très grandes sociétés et même d'ailleurs de spécialistes, de prestataires, dire que l'organiser des votes à distance pour un grand nombre de personnes était quelque chose de très difficile techniquement, en particulier pour assurer que seuls les actionnaires recensés votaient et pour assurer la continuité de l'Assemblée et de la sécurité du vote. Et c'est peut-être cela d'ailleurs qui a conduit les sociétés françaises à éviter les risques qui auraient pu survenir de la possibilité de se connecter à distance et de voter à distance en temps réel. Sauf que je vois qu'aux États-Unis, près de la moitié des sociétés ont bien l'intention d'y procéder, ce qui me laisse penser que les moyens techniques, qui ne sont pas moins mauvais chez nous que chez eux, que les moyens techniques sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus fiables que peut-être on ne l'a dit dans un premier temps. On va peut-être dire maintenant quelques mots des enjeux de la relation entre actionnaires et société
puisqu'elles sont à l'épreuve quand même ici, hein, incontestablement. L'AMF, depuis 2012, quasiment, s'est employée à favoriser, à encourager le droit de vote. On a eu plusieurs rapports qui se sont succédés. Il ne faut pas oublier non plus que 2020 devrait être l'année au cours de laquelle, suite à la transposition de la directive droit des actionnaires, une démocratie actionnariale accrue devrait trouver sa place. Or, les circonstances font que ce n'est pas possible. Alors, une fois fait cette observation, qu'est-ce que l'on peut dire sur cet appauvrissement du dialogue actionnarial? Est-ce qu'il entraîne une véritable crispation? Parce que quand on regarde quand même un certain nombre d'assemblées, on a vu des résolutions rejetées. On a vu et quelquefois d'autres résolutions qui passent avec des scores qui ne sont pas les scores habituels. Et notamment, je suis quand même frappé par le fait que dans le domaine des rémunérations, dans certaines sociétés, ici, la politique de rémunération a été adoptée à 62%, c'est pas beaucoup. Ailleurs, à 63% pour la rémunération du PDG. Donc, on se rend compte que le Tsay On-pay, les règles qui désormais gouvernent la matière, suite à la transposition de la directive, ces règles ont bien été comprises et un certain nombre d'actionnaires sont prêts à tirer des conséquences des exigences du législateur. Alors, pratiquement, je ne sais pas si on peut donner ici des conseils, mais on peut quand même se demander si les sociétés ne vont pas devoir affronter un risque relativement important. Et il y a même des rémunérations qui ont été refusées, puisque dans un cas, on sait qu'il y a eu rejet. Il y a eu un véritable rejet. Est-ce que les sociétés n'ont pas intérêt à tirer parti un petit peu des réflexions qui ont été conduites notamment par l'ANSA sur la question de savoir si, plutôt que de présenter par exemple une résolution unique de politique de rémunération, on n'a pas intérêt par exemple à diversifier ces résolutions de manière à ce que si jamais dans un cas de figure on sait qu'il y a risque, on pourrait sauvegarder d'autres volets de la politique. Et même chose, évidemment, pour le vote ex post, où le risque, là encore, est relativement grand. Je rappelle que pour le vote ex post, désormais, il nous faut à la fois un vote global sur les rémunérations et ensuite un vote spécifique pour chacun des mandataires exécutifs. Donc voilà, manifestement, la relation entre les sociétés et les actionnaires, je ne dis pas qu'elle a tendance à se crisper à ce niveau-là, mais on constate des comportements qui, me semble-t-il, étaient quand même moins évidents. Autre question que l'on peut se poser, c'est la question de savoir si la situation actuelle est une situation qui paralyse le dialogue actionnarial. Est-ce que par ailleurs également elle bloque l'activisme actionnarial? Je pense que l'actualité nous a donné des réponses, nous a montré que même si en assemblée il était difficile de faire valoir des conflits de point de vue, il y a d'autres manières manifestement d'établir un dialogue soit hostile, soit plus favorable en amont des assemblées. Voilà quelques observations que je voulais faire sur ce dialogue actionnarial qui est un petit peu compromis. À ce propos, Alain, regarde, il y a un avis qui est donné par les affaiblissements du dialogue actionnarial est inadapté et excessif. Le dialogue actionnarial ne se confond pas avec l'AG. Dans une société cotée, il est permanent. Les actionnaires votent tous les jours en achetant ou en vendant leurs titres. Il ne faut pas confondre la réunion annuelle de vote, l'AG, et le dialogue permanent. Est-ce que tu as une remarque dans le prolongement de ce que tu viens de dire? Non, si, enfin, la véritable question, c'était maintenant de se demander quel parti on pourra tirer pour l'avenir de la période actuelle. Est-ce que c'est une année blanche
font comme on a connu en matière fiscale, l'année blanche, ou est-ce qu'au contraire, de ce que nous vivons, il y a des leçons à tirer et des éléments positifs, et est-ce que, par exemple, certaines solutions seraient transposables et auraient vocation à devenir demain du droit positif, plus durable? Alors, évidemment, on peut avoir des réponses très diversifiées ici. Moi, je constate quand même une chose, c'est que il y a peu de temps, on était en 2017, pour les sociétés non cotées, une ordonnance est venue autoriser les assemblées totalement dématérialisées, avec un droit d'opposition de minorité d'actionnaires, droit d'opposition qui a été supprimé par la loi Soigny au mois de juillet. Et jusqu'à maintenant, chaque fois que l'on évoquait ce thème quelque part, ça entraînait un sourire de manière générale. C'était considéré comme une question folklorique, sans grand intérêt. Et là, quand même, on est devant, me semble-t-il, une situation dans laquelle il sera difficile de ne pas s'interroger davantage sur l'intérêt qu'il y aurait à dématérialiser davantage, à recourir à des procédures techniques que l'on maîtrise pour une large part. Enfin, je pense que là, il y a une évidence, me semble-t-il. Il n'est quand même pas normal qu'en 2020, on ne soit pas capable d'organiser dans une société de grande taille une assemblée dans laquelle les associés pourraient voter à distance. Alors, il y a des contraintes diverses, je les comprends, mais pour quelqu'un d'éminemment raisonnable, il y a quand même là eu un questionnement qui me laisse penser que techniquement, on doit pouvoir aller plus loin. Je pense que c'est une première question. Une deuxième question, j'ai pas véritablement la réponse, mais tout à l'heure, Jean-Jacques a évoqué l'affaire Lagardère. Est-ce que la question de la record date ne mérite pas d'être repensée quand on est venu nous dire, au fond, que pour la prise en compte des votes, il fallait peut-être revoir un petit peu les choses. Mais peut-être que Jean-Jacques a des choses plus intéressantes que moi à ajouter sur ce point. Non, non, pas vraiment. Si on essaie de se projeter dans l'avenir et de se demander si les facilités exceptionnelles de convocation et de tenue des assemblées générales qui ont été accordées par l'ordonnance en période de Covid-19 pourraient être généralisées, comme assez souvent des mesures exceptionnelles finissent par rentrer dans le droit commun dans d'autres domaines, oui, on peut le penser. Par exemple, alors que la loi actuelle permet aux sociétés de pratiquer la visioconférence ou la télétransmission, la télécommunication en cours d'assemblée à condition que les statuts le prévoient, j'imagine assez aisément que dans l'avenir, on pourrait faire sauter cette condition et permettre de manière générale aux sociétés de permettre la visioconférence ou la télétransmission pour la participation à l'Assemblée et l'exercice du droit de vote. Une question un peu plus brutale commence à fleurir, qui est: est-ce qu'il ne faudrait pas aussi généraliser la possibilité des assemblées totalement à huis clos? Là, je crois qu'il y a une question politique au bon sens du terme, c'est de savoir si on veut le permettre. Car les assemblées à huis clos, encore une fois, totalement à huis clos, c'est sans participation à distance au même moment. Ça, personnellement, ça n'engage que moi. Ça ne me paraîtrait pas un progrès. Qu'en période exceptionnelle comme en ce moment, on le permette, je le comprends aisément et je le conçois tout à fait et ça me paraît normal. Qu'on puisse permettre de le généraliser à titre personnel, cela ne me paraît très difficilement acceptable à un moment où quand même on parle parfois de démocratie actionnariale et où en tout cas de manière générale et le législateur et les autorités publiques et les grandes sociétés entendent animer le plus possible les relations avec les actionnaires. Et ces relations avec les actionnaires, elles ne se font pas que antérieurement, elles ne se font pas que par ce que l'on appelle le dialogue actionnarial quasi permanent. D'abord parce qu'il n'est pas si permanent que cela, il ne peut pas l'être. Les dirigeants ne peuvent pas être en permanence mobilisés pour répondre aux questions des actionnaires, parce qu'en plus, ce fameux dialogue actionnarial
en dehors des assemblées, il ne peut se tenir finalement qu'avec un petit nombre d'actionnaires. Certes, on peut dire qu'il y a la théorie des minorités agissantes, comme disait Lénine, mais je ne crois pas que ce soit ce que l'on cherche ici à appliquer. Je comprends ce que c'est le dialogue actionnarial, il est important, mais l'Assemblée générale et le vote en Assemblée générale me paraît conserver son importance. D'ailleurs, il me semble que l'AMF y tient beaucoup, puisque dans son communiqué de dimanche, le titre, c'est, en gros et en gras, l'AMF rappelle le droit fondamental des actionnaires d'exprimer leur vote en Assemblée générale. Et au fond, cette différence entre le dialogue actionnarial permanent en dehors des assemblées et le dialogue en cours d'assemblée me fait penser, dans l'ordre politique, à la distinction entre la démocratie participative et la démocratie élective. Certes, il faut aller au-delà de la démocratie élective qui se réunit tous les 5 ans ou les 6 ans pour voter et que, entre-temps, il y ait en quelque sorte une démocratie participative, c'est-à-dire des voix pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Pour autant, il y a toujours ces moments essentiels qui sont les moments où on vote pour choisir ses représentants. Et je pense que c'est à peu près la même chose dans les sociétés que dans la société avec un grand S. Donc, à l'avenir, on pourrait sans doute faciliter les assemblées. D'abord, on pourrait faciliter les modes de convocation qui sont encore trop formalistes et on pourrait systématiquement permettre qu'ils se réalisent par voie électronique. Enfin, je sais bien que tout le monde n'a pas un ordinateur, que tout le monde n'a pas une adresse Internet, mais enfin, je crois quand même qu'on est dans un temps où, spécialement quand on est investisseur dans une société, on peut avoir à la fois un ordinateur, une adresse Internet, et donc faciliter la convocation, faciliter de la même manière la communication des documents qui peuvent être demandés avant l'Assemblée, faciliter la possibilité de poser des questions, faciliter la possibilité de proposer des résolutions, et donc à la fin, ce par quoi j'ai commencé, faciliter la possibilité de voter en cours d'Assemblée, de manière à cumuler à la fois les votes émis antérieurement et les votes émis en cours d'Assemblée. D'ailleurs, quand on regarde dans des domaines voisins ce qui s'est passé le jour où on a permis non seulement le vote physique en se déplaçant, mais le vote à distance par voie Internet, c'est que ça a notablement élargi la base de votants. Donc ça élargit en quelque sorte la validité du vote et des personnes nommées. D'ailleurs, ça peut changer les résultats, hein, ça je le conçois bien. Quand on regarde, pardon pour le parallèle, combien la possibilité de voter par électronique pour l'élection des conseils de l'ordre et des bâtonniers à la tête des conseils de l'ordre, par exemple à Paris, combien ça a changé la sociologie des votants. Hein, le premier jour où ça avait été autorisé, ça avait doublé le nombre de votants. Et ça a changé aussi, comment dire, je vais dire les choses avec modération, la sociologie des personnalités élues. Voilà, donc je ferme cette parenthèse et ce parallèle un peu osé et je vous rends la parole. Alors, il y a une question intéressante, enfin elles sont toutes, c'est pas la question. À quoi servent les comités consultatifs d'actionnaires? Se sont-ils mobilisés pour amortir l'absence de démocratie actionnariale cette année? Ne faudrait-il pas favoriser les comités de parties prenantes? Alors, sur les comités consultatifs d'actionnaires, je pense que tout le monde a été quand même un peu surpris par la rapidité des évolutions et je ne suis pas sûr que les choses aient pu se mettre en place aussi rapidement que souhaitable. Pour les comités de parties prenantes, ça c'est une véritable problématique qui, à mon avis, est en partie liée à l'affirmation par la société d'une véritable raison d'être. Parce que si une société se donne, en application de la loi Pacte, une raison d'être, ou bien c'est un sigle purement formel et ça n'a pas grand intérêt, ou bien au contraire, la société décide que, au travers d'un comité de parties prenantes, on pourra s'assurer que annuellement des conséquences sont tirées de cette raison d'être. Et à la limite, une société qui veut faire les choses sérieusement doit fixer un certain nombre de critères et ce comité des parties prenantes devra vérifier
que ces critères ont été satisfaits. Donc, moi, je pense que ces comités de parties prenantes ont vocation à se développer au fur et à mesure que la raison d'être, que des raisons d'être seront choisies par le plus grand nombre de sociétés. Pour l'instant, on connaît des sociétés dans lesquelles cela existe, mais elles sont encore quand même relativement limitées. Un comité de parties prenantes, c'est complexe. Il faut l'organiser, il faut fixer ensuite des batteries de critères. Mais c'est une obligation dans les sociétés à mission. Mais même si on n'est pas société à mission, c'est évidemment une pratique qui a vocation à se développer et qui peut avoir un rôle évident pour au service de la démocratie actionnariale, comme semble-t-il. Alors, je vois aussi une remarque. Malheureusement, en AG en France, le nombre de questions est souvent limité dans certains cas, ce qui explique le besoin de dialogue en amont. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur mon propos. Moi, je n'oppose pas le dialogue actionnarial en dehors des assemblées et les délibérations en assemblée. Je considère que les deux sont nécessaires. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Et c'est ce que j'ai voulu dire, c'est que ce n'est pas parce que le dialogue actionnarial existe, est permanent et approfondi qu'il faut pour autant, il faudrait pour autant, de mon point de vue, accepter une sorte de réduction du dialogue en assemblée. Je crois, malgré tout, que les réunions et les débats en assemblée et les votes en assemblée sont nécessaires, quand bien même ce serait un peu marginal en nombre de participants. Oui, une remarque, effectivement, qui dit bien que tout ceci n'a pas vocation à durer. Quelqu'un qui nous dit que la possibilité de tenir des AG à huis clos n'était concevable qu'à cause de la concomitance entre le développement du Covid et la saison des Covid. Le Covid est apparu en septembre 2019, évidemment, rendre possible la activité à huis clos n'aurait pas été acceptable. Je crois que c'est assez évident. Hein. La question s'est posée de manière extrêmement simple, d'ailleurs. Le jour où il a été décidé qu'il ne pouvait plus y avoir de rassemblement de plus de 1000 personnes, les grandes sociétés du CAC 40 qui tenaient des assemblées avec des effectifs supérieurs ont fait savoir que pour elles, ça serait intenable. Et puis, ce chiffre de 1000 est descendu et on est arrivé à un niveau tel que l'idée même de tenir une assemblée paraissait invraisemblable, même pour des petites sociétés, en fait. Voilà, donc il y a tout ceci est évidemment strictement conjoncturel. En septembre, le problème n'aurait pas été le même, où il y aurait eu si peu d'assemblées restantes. Je pense qu'on n'aurait pas fait tant d'efforts législatifs. Mais là encore, il faut quand même bien se souvenir qu'au départ, c'est une problématique de grandes sociétés, de très grandes sociétés, et ensuite les pouvoirs publics ont décidé qu'il n'y avait pas de raison d'en rester aux plus grandes, et aujourd'hui, la plus humble société en participation peut profiter du texte. Ah merde. Oui, je crois que nous sommes absolument d'accord avec la dernière remarque. C'est Aldo qui nous indique, je voulais dire, une assemblée sans possibilité de participation virtuelle. Oui, c'est bien ça le débat pour l'avenir. Si on veut dans l'avenir un peu tirer les enseignements de ce qui s'est passé, c'est sans doute de faciliter la participation à distance. Ça n'est, de mon point de vue, certainement pas faciliter la tenue d'assemblée totalement à huis clos. D'ailleurs, dans l'information qui nous a été donnée tout à l'heure sur les sociétés aux États-Unis, on parle d'assemblées virtuelles, c'est-à-dire qu'elles se tiennent à distance. Peut-être sommes-nous arrivés au bout, Bénédicte? Peut-être conclure, si nous avons épuisé le jeu des questions. Je repasse la parole à Bénédicte. Mais que l'on n'entend pas.
récupérer ça perdu. Ouais, c'est bon. Serais-je le dernier en ligne? Et ils vont revenir. Ils viennent de revenir. Là, c'est bon, je les ai réactivés. Il faut qu'elle active son micro de son côté. Ça devrait être bon. Bénédicte? Petit souci de connexion. Il y avait longtemps. Pour ma part, je ne vais pas conclure à la place de Bénédicte Hautefort, mais je vais remercier tous les participants et leurs questions et tous ceux qui ont bien voulu nous écouter, parce que malheureusement, je dois vous quitter maintenant à cause à cause d'une conférence téléphonique à laquelle je dois participer dans la minute qui vient. Donc, je vous remercie.